Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Donc, c'est bien que le thème soit les femmes. Donc, du coup, c'est moi qui parle pour le premier topo. Je suis très content d'être là. Je vais faire un petit point logistique, là. Voilà. Donc, alors, j'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec la thématique. Il y a beaucoup de choses à dire hein, sur ce thème-là. Et pour préparer la présentation, je me suis inspiré des recommandations de l'ESL qui viennent de sortir, qui sont sous presse là, dans J. Patol. Alors c'est un pavé, hein. Il y a 60 pages, je crois. C'est très bien fait et ça traite de beaucoup de choses pendant la grossesse, donc des pathologies propres à la grossesse. Et ça traite également de la prise en charge, que je ne vais pas aborder aujourd'hui, des patientes qui ont une hépatopathie chronique quelle qu'elle soit, au moment où la grossesse démarre. Alors finalement, les choses sont relativement simples quand on a, comme tu l'as bien dit, un appel pour une femme enceinte qui a des anomalies du bilan hépatique. Les quelques questions qu'on se pose toujours, c'est est-ce que les perturbations du bilan hépatique sont pathologiques? Parce que vous allez voir qu'il y a des modifications qui sont physiologiques au cours de la grossesse, donc normales. Le point le plus crucial, c'est à quel trimestre est-ce que les anomalies biologiques hépatiques surviennent? Parce que ça change complètement les hypothèses diagnostiques. Quels sont les signes cliniques associés? Et est-ce que ce qu'on observe est bien spécifique de la grossesse? Alors, j'ai pris cette photo d'une belle revue qui a été publiée par Yoshi dans le Lancet, comme quoi on peut être vert, conduire un kart et passer des bons papiers, c'est une autre chose. Pour vous dire qu'il y a en effet les pathologies qui sont spécifiques à la grossesse, et je vais vous parler de l'hyperémesis gravidarum, de la cholestase gravidique, un peu moins de la prééclampsie et du syndrome HELP, et puis donc bien entendu de la stéatose aiguë gravidique, et puis bien entendu un certain nombre de pathologies qui surviennent avant la grossesse et qui peuvent avoir des complications sur le cours évolutif de la grossesse. Il y a un point dont je ne vais pas du tout parler parce que c'est un sujet en soi, c'est la pathologie lithiasique. Alors, c'est aussi un problème clinique fréquent, hein, une source d'appel importante. Par manque de temps, j'en parlerai pas. Il y a des spécificités, mais qui globalement ne sont pas très très différentes de la prise en charge habituelle. Le point principal, je crois, c'est de garder présent en tête ce tableau donc, qui sort des recommandations de l'ESL, qui détaille les modifications du bilan biologique standard au cours de la grossesse. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails complets du tableau, qui vous donne, vous voyez, chez les patientes qui ne sont pas enceintes, et au cours de la grossesse, au premier, au deuxième et au troisième trimestre, ce qu'on est censé observer comme modification des paramètres habituels. Alors, simplement pour faire un petit zoom, ce qu'on observe sur les ions, les électrolytes et les marqueurs de la fonction rénale et la numération formule sanguine, c'est qu'il y a une hémodilution modérée, physiologique au cours de la grossesse. Vous voyez par exemple que le taux d'hémoglobine passe, on va dire, grosso modo, de 12 à 15 grammes à 11 à 14 grammes, et ça dès le début de la grossesse. Hein. Il y a également une petite modification, alors cette fois-ci plutôt dans le sens d'une augmentation sur le taux de leucocytes totaux. Et puis cette hémodilution, elle se traduit aussi par une baisse du taux de créatinine et une hyponatrémie, une hypokaliémie modérée. Le point le plus important, et c'est l'objet du topo de ce soir, c'est le bilan hépatique. Alors le bilan hépatique, il se modifie, mais il ne se modifie quasiment pas en réalité. Si on fait simple, vous voyez qu'il y a des petites modifications des valeurs normales, mais on peut retenir que les transaminases ne bougent pas, que les gamma-GT ne bougent pas, et qu'en revanche, les phosphatases alcalines augmentent. Pourquoi? Parce qu'il y a une augmentation de la phosphatase alcaline placentaire, mais c'est une augmentation qui est assez tardive dans la grossesse. Vous voyez finalement qu'au cours du premier trimestre, il n'y a pas de gros changements, au cours du deuxième non plus, et c'est essentiellement quand on se rapproche de l'accouchement que le taux de phosphatase alcaline placentaire, et donc du coup total, augmente. Alors vous voyez qu'on n'est pas non plus dans des chiffres extrêmement élevés. Hein. On est à 400, 420, 450 au troisième trimestre. L'autre point qui est important pour la cholestase gravidique, j'y reviendrai, c'est que le taux d'acide biliaire augmente aussi de manière physiologique, en particulier au cours du troisième trimestre. Et on retient une valeur de 20 micromoles, hein, pour faire simple, comme étant pathologique. Alors par ailleurs, si elle est faite, on ne la fait pas, hein, mais si elle est faite, la biopsie de foie est normale au cours de la grossesse. Il y a des signes cliniques physiologiques
d'hyperœstrogénie, en particulier les angiomes stellaires et l'érythème palmaire. Ce n'est pas très fréquent, mais ça se voit quand même, surtout les angiomes stellaires. Ça disparaît postpartum. Et puis il y a également une élévation de l'alpha-fœtoprotéine qui n'est pas très importante, mais qui est quand même présente, essentiellement, vous voyez, au cours de la première moitié de la grossesse. C'est rarement inférieur à 3 fois la normale. Et quand elle est dosée, l'alpha-fœtoprotéine, eh bien, si elle est vraiment très élevée, ça évoque plutôt des anomalies d'ordre embryonnaire. Je pense notamment à la grossesse molaire, mais là, c'est vraiment au tout début de la grossesse. Alors, c'est quand même une source de stress un peu de temps en temps, en particulier chez les patientes qui ont une hépatite B. Quand on veut dépister le carcinome hépatocellulaire avec l'alpha-fœtoprotéine, avec toutes les réserves que ça représente chez les patients qui n'ont pas de cirrhose, vous savez que quand on voit un taux d'alpha-fœtoprotéine chez une jeune patiente à 25 microgrammes par litre, on stresse un peu, et puis à la consultation, 3 jours après, je voulais vous dire, docteur, je suis enceinte, super, félicitations, mais moi, ça me rassure beaucoup. Alors, je vais vous toucher un petit mot de l'hyperémésis gravidarum, parce que c'est quand même une pathologie qui est assez fréquente, que nos collègues gynécologues obstétriciens gèrent globalement bien, voire très bien. Je vais vous parler des molécules, mais on est quand même régulièrement contacté pour avis concernant cette hyperémésis. Alors, c'est une pathologie du premier trimestre de la grossesse. Quand je vous disais qu'il était vraiment très important d'apprécier le trimestre au cours duquel les anomalies biologiques hépatiques survenaient, l'hyperémésis gravidarum, c'est vraiment caricatural. Vous voyez que c'est fréquent, de 1 à 3% des grossesses si on suit les chiffres qui sont rapportés dans la revue récente de l'ESL. Le mécanisme n'est pas bien connu, mais il y a un joli papier qui est sorti dans Nature Médecine qui suggère que la protéine GDF15 produite par le trophoblast pourrait être en bonne partie responsable des vomissements exacerbés au cours du premier trimestre de la grossesse. Donc, il y a un certain nombre de critères. On parlera tout à l'heure des critères de Swansea pour la stéatose aiguë gravidique. Bon, là, c'est les critères de Windsor. Globalement, il n'y a pas, contrairement aux critères de Swansea, dont je vous parlerai tout à l'heure, de nombre de critères absolus pour dire, voilà, la patiente a bien un hyperémésis gravidarum. Il s'agit de critères habituels, et puis on va dire plus il y en a, plus il y a des chances que la patiente ait bien un hyperémésis gravidarum. Donc il faut que les symptômes surviennent avant la 16e semaine de grossesse. Il faut qu'il y ait des nausées et ou des vomissements dont au moins un des deux est sévère. Alors il n'y a pas de définition propre de la sévérité des vomissements, mais on imagine bien qu'on se base sur la clinique. Alors il y a une répercussion de ces nausées et de ces vomissements, puisque ça doit entraîner une impossibilité à s'alimenter ou à boire, et avoir donc une répercussion forte sur les activités quotidiennes. Vous voyez qu'il n'y a pas forcément besoin de les enregistrer en tant que tels les 4, c'est un peu du bon sens clinique. Et vous voyez que dans cette définition, il n'y a pas de critères biologiques, notamment pas de critères biologiques hépatiques. Alors pourquoi je vous en parle de cette hyperémésis gravidarum? Parce que quand les patientes vomissent beaucoup, eh bien, avec une fréquence qui n'est pas très bien évaluée, parce que c'est sans doute une condition qui est un peu sous-diagnostiquée, il y a une cytolyse qui peut être présente. Alors le mécanisme, il n'est pas très bien connu, probablement par une baisse du flux sanguin hépatique et peut-être aussi du flux biliaire. Et l'anomalie biologique hépatique la plus fréquente, c'est une cytolyse. Alors pas forcément avec une prédominance sur les azates ou sur les alates, pas très importante, vous voyez, généralement en dessous de 200 unités, mais ça peut être beaucoup plus. Le maximum que j'ai vu, moi, sur un hyperémésis gravidarum, c'était 2500 de transaminase, donc ça monte en effet quand même beaucoup chez certaines patientes. Et c'est important de le savoir parce que c'est ces patientes-là qui vont être hospitalisées chez nous par crainte d'une autre hépatopathie. Alors, la biopsie n'a aucun intérêt. En imaginant qu'elle soit faite, elle a été faite dans des séries un petit peu anciennes, elle est normale. Et puis finalement, quand la grossesse progresse, avance tranquillement, malgré les vomissements, mais les symptômes généralement s'arrêtent après 20 semaines. Ce qui est important, c'est qu'à l'instar de la cholestase gravidique, le risque de récidive à une grossesse suivante est important, même s'il est assez mal chiffré. Alors, il y a un algorithme très compliqué de prise en charge de l'hyperémésis gravidarum, donc qui est tiré de la revue de JHEPATOS. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si on veut simplifier un petit peu tout ça, le point principal, comme je vous disais, c'est rester clinique. L'hyperémésis gravidarum, c'est vraiment une femme enceinte au premier trimestre de la grossesse qui vomit énormément, avec une répercussion importante sur son quotidien, notamment alimentaire, et éventuellement des anomalies biologiques hépatiques, mais vous avez bien compris que ce n'était pas forcément le cas chez tout le monde.
Les traitements, alors celui qui est le plus utilisé dans les recommandations européennes, c'est le Cariban, c'est doxylamine pyridoxine. Il y a d'autres possibilités, notamment suppositoires, si vraiment la patiente est totalement incapable d'avaler les comprimés. Et vous voyez que les antiémétiques classiques, donc notamment métoclopramide, ondansetron, ne sont utilisés qu'en deuxième intention. Et on peut même aller jusqu'au corticoïde si vraiment le traitement antiémétique symptomatique n'est pas suffisant. Il est possible également de proposer doxylamine pyridoxine en prophylaxie chez les patientes qui ont un antécédent d'hyperémésis gravidarum particulièrement sévère à une grossesse précédente. Je vais vous parler rapidement du HELP syndrome parce que globalement nos collègues obstétriciens connaissent vraiment extrêmement bien ça et font le diagnostic beaucoup plus facilement que nous, puisque c'est, vous le savez, une complication qui est fréquente. C'est important de garder présent à l'esprit quelques éléments, notamment en comparaison, j'y reviendrai, avec la stéatose aiguë gravidique. Alors la préclampsie, l'éclampsie et le HELP, bon, encore une fois je vais passer vite, en gros c'est hypertension artérielle, protéinurie, avec une thrombopénie quand on arrive vers le syndrome HELP, et des anomalies biologiques hépatiques. Alors il y a des facteurs de risque qui sont connus, première grossesse, une maman qui est plutôt très jeune ou au contraire qui a un âge notamment supérieur à 40 ans. Les transaminases peuvent être élevées, en effet, les phosphatases alcalines aussi. Et vous voyez que globalement, c'est plutôt une pathologie qui, contrairement à l'hyperémésis gravidarum, arrive après la 20e semaine d'aménorrhée. Donc on est plus tard dans la grossesse. Alors bien entendu, l'hypertension artérielle peut être symptomatique et même très grave, avec possibilité de crise convulsive. La priorité étant l'extraction fœtale. Alors, quand on va encore plus loin dans la prééclampsie, donc on arrive donc vers le syndrome HELP, qui est donc considéré comme une complication de la prééclampsie sévère. Là, vous voyez que le tableau est beaucoup plus bruyant. Il faut extraire le fœtus rapidement. Et le tableau clinique peut être absolument gravissime avec CIVD, avec des faillances multiviscérales et puis notamment des complications hémorragiques. Je pense entre autres à ça, c'est-à-dire l'hématome sous-capsulaire du foie, qui peut être absolument dramatique. Alors, nos collègues gynécologues ont une prise en charge qui est très codifiée du syndrome HELP. À nouveau, par manque de temps, je ne vais pas pouvoir détailler complètement les choses. Comme vous l'avez compris, on surveille à la fois la clinique et les paramètres biologiques. Et puis, il faut bien entendu avoir une discussion très étroite avec nos collègues obstétriciens quant à la nécessité de déclencher l'accouchement, qu'il s'agisse d'une césarienne ou d'un accouchement par voie basse. Alors, si on revient peut-être un petit peu plus dans le champ de l'hépatologie, l'appel le plus fréquent, ça va être pour ça. Ça va être pour la cholestase gravidique. Alors, elle a plein de noms, la cholestase gravidique, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je l'appelle cholestase gravidique. D'autres personnes l'appellent un petit peu différemment. Ça, c'est vraiment un point important. Et puis, je dois dire que quand j'étais interne, j'étais très embêté parce que cette cholestase gravidique, donc, qui s'appelle cholestase, mais en gros, on est appelé pour une cytolyse. Alors, du coup, j'en perdais mon latin. Ce qui se passe au cours de la cholestase gravidique, c'est que vous avez des symptômes cliniques de cholestase et des symptômes biologiques de cytolyse. Alors, en effet, ce n'est pas forcément simple. La physiopathologie, elle est mal connue, mais j'y reviendrai en vous parlant des mutations des transporteurs biliaires. Il y a probablement un rôle des œstrogènes sur le promoteur d'un certain nombre de transporteurs, notamment ABCB4, MDR3, mais également ATP8B1, FIC1 et puis ABCB11, BSEP. Mais j'y reviendrai. C'est une pathologie qui est plus fréquente en Amérique du Sud, notamment sur le plateau andin, et les patientes boliviennes, péruviennes ont très fréquemment des cholestases gravidiques. En tout cas, vous voyez, beaucoup plus fréquemment qu'en Europe occidentale. Alors, je reviens à mon histoire de terme dans la grossesse. C'est une pathologie qu'on n'observe quasiment jamais au premier trimestre de la grossesse, sauf situation génétique très particulière. Et c'est plutôt une pathologie de la deuxième partie du deuxième trimestre et du troisième trimestre de la grossesse. Bien entendu, la génétique joue un rôle, les antécédents de cholestase gravidique jouent un rôle également dans la survenue de cette pathologie. Alors, d'un point de vue pratique, comment est-ce que ça se manifeste? Le symptôme principal, quand on ne dépiste pas la cholestase gravidique, c'est le prurite. Alors, le prurite, souvent, il est décrit comme
commençant d'abord sur la paume des mains à la plante des pieds. Bon, en pratique, je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment ce siège-là en pratique quotidienne, mais c'est vrai que c'est la définition classique de la survenue du prurite. Donc, comme je vous disais, on est plutôt sur la deuxième partie du deuxième trimestre et le troisième trimestre de la grossesse. L'ictère est vraiment rare, surtout que c'est quand même une pathologie qui est relativement fréquente et nos collègues obstétriciens y sont vigilants. Donc le diagnostic est posé de manière beaucoup plus précoce qu'il y a quelques années. Et puis le point principal, c'est que comme le syndrome HELP et comme la stéatose gravidique, dont je vous parlerai tout à l'heure, les symptômes disparaissent rapidement après l'accouchement. Alors, d'un point de vue biologique, comme je vous disais, ce qui est frustrant pour cette cholestase, c'est que ça se présente comme une cytolyse. Donc on a une augmentation des transaminases, prédominant souvent sur les alates. Et j'y reviendrai par rapport aux mutations des gènes impliqués dans le transport biliaire. Les gamma-GT, généralement, ne sont pas très élevés. Alors, vous avez compris que les phosphatases alcalines, à ce stade-là de la grossesse, l'interprétation elle est un petit peu délicate compte tenu de l'isoenzyme placentaire. Et en effet, quand les gamma-GT sont, on va dire, anormalement élevés, il faut se poser la question des mutations du gène ABCB4. Alors, quand vraiment le diagnostic n'est pas fait, il y a un risque d'ictère important, mais le plus souvent, le traitement maintenant permet d'anticiper beaucoup les complications hépatiques importantes. Alors, la biopsie, elle a été faite dans des vieux papiers. Bon, il y a une cholestase, on est bien avancé. Il y a une infiltration inflammatoire portale minime. Bon, globalement, ce n'est pas très utile. La cholestase gravidique, le problème principal qu'elle pose, c'est un risque de complications fœtales. La maman, en dehors de se gratter, finalement, n'aura que très peu d'impact de la cholestase gravidique. Le risque est vraiment pour l'enfant à naître. Alors, il y a plein d'études qui montrent qu'un certain nombre de complications que vous voyez ici, les événements asphyxiques, le passage de méconium, la coloration des membranes et du placenta, l'accouchement avant terme, sont augmentées au fur et à mesure que la cholestase se majore et au fur et à mesure notamment que le taux d'acide biliaire augmente. Et dans ce même travail de Glantz, vous voyez qu'il y a une relation entre les différents événements dont je vous parlais et le taux d'acide biliaire. Donc le taux d'acide biliaire sur ces 4 graphiques-là étant abscisse, le risque de chacun des 4 événements étant en ordonnée. Alors les 2 seuils qu'on peut retenir, c'est 40 micromoles et 100 micromoles. Alors vous avez compris par rapport au tableau initial que je vous présentais qu'en dessous de 20 micromoles d'acide biliaire totaux, globalement, on était dans une valeur normale, même au 3e trimestre de la grossesse. Et il y a quand même un point d'inflexion, vous voyez, autour de 40, et un deuxième point d'inflexion autour de 100, et vous allez voir que ça a un impact sur la prise en charge. Alors, je suis un peu vite. Alors, ces risques fœtaux, vous voyez, ils ne sont quand même pas négligeables. Alors là, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails par manque de temps, mais les histogrammes noirs correspondent aux patientes qui ont le taux d'acide biliaire le plus élevé à plus de 40 micromoles par litre. Et vous voyez qu'un certain nombre d'événements, que je ne vais pas détailler, mais vous en avez la définition ici, sont augmentés avec quand même une incidence importante. Vous voyez la coloration méconiale du liquide amniotique, par exemple, chez les patientes qui ont plus de 40 micromoles par litre, c'est un événement qui est observé dans 45% des cas. Donc on n'est pas sur des événements rares. Et l'autre point en termes de risques fœtaux, c'est qu'il y a maintenant une discussion qui n'est pas si simple que ça, finalement, de savoir quand est-ce qu'il faut déclencher l'accouchement. Vous vous rappelez que c'est une pathologie du 3e trimestre de la grossesse, donc on se rapproche de l'accouchement, et donc naturellement, on est moins embêté par le risque de prématurité que pour une pathologie qui surviendrait plus tôt dans la grossesse. Ce qui est intéressant dans ce travail, qui date un peu maintenant, c'est que les auteurs ont recensé un petit peu ce qu'était une prise en charge active, c'est-à-dire essentiellement l'acidurso, je vous en parlerai, une surveillance fœtale rapprochée et un déclenchement de l'accouchement autour de la 38e semaine, par rapport au fait de laisser évoluer la grossesse sans prise en charge plus agressive. Et puis bien entendu, le nombre de cas malheureusement de mort in utero est beaucoup plus élevé chez les patientes qui n'ont pas bénéficié de cette prise en charge spécifique. Alors la prise en charge, c'est quoi? C'est supplémenter en vitamine K chez les patientes qui ont une cholestase vraiment très importante. En pratique, c'est rarement très significatif parce que le diagnostic est fait plus tôt qu'il y a quelques années, mais il y avait des cas d'événements hémorragiques en lien avec la cholestase et avec une malabsorption de la vitamine K.
Une surveillance fœtale rapprochée, alors ça, c'est écrit dans tous les textes, mais il faut reconnaître que ça nous rassure parce qu'on surveille, mais ça ne prédit pas du tout la possibilité d'identifier une mort fœtale in utero. Et puis l'extraction fœtale, je vais y revenir parce que les recommandations de l'ESL nuancent un petit peu le dogme habituel qui était de déclencher autour de la 37e et 38e semaine. Et puis l'acide urso, oui, l'acide urso, parce que l'acide urso, ça marche bien. Ça marche bien parce que dans cette étude, il y avait donc une corrélation entre un certain nombre d'événements qui survenaient et la diminution possible de fréquence grâce à l'acide urso à la dose de 13 à 15 mg par kilo et par jour. Et vous voyez notamment, toujours dans ce même travail, que le taux d'acide biliaire diminuait fortement chez les patientes qui étaient traitées par l'acide urso, par rapport à la dexaméthasone qui était un traitement contrôle et qui, grosso modo, ne marche pas bien, et par rapport à un médicament placebo. Et de la même façon,